Alors, j'avais prévu de mettre un fond d'étoile, mais j'ai oublié parce que le prochain projet qu'on va donc là, on va parler des pneumopathies interstitielles diffuses, et le premier projet de recherche va être par Céline Delestrat sur un projet qui m'est cher et qui est sponsorisé, en tout cas financé par l'Agence spatiale européenne. Donc je vous dis pas comme c'est intéressant, on va dire, elle va vous montrer ça. Voilà, à toi, Céline. Alors bonjour à tous, bonne année déjà à tout le monde. Donc moi je vais vous parler du projet Child Melody, qui est un projet qui va débuter là sur le chic et le chiv en combiné et qui n'était pas initialement dédié aux maladies rares, mais qui pourra avoir des perspectives dans les maladies rares. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc le système Melody est une solution en fait de télééchographie robotisée. Ce système est né avant l'ère Covid. Mais on a eu l'idée en fait de ce projet au moment de cet épisode Covid, surtout devant la difficulté d'inclure l'échographie pulmonaire au lit du malade, du fait du risque de contamination assez élevé dans cette pandémie. Alors que finalement les études qui ont été faites chez l'adulte et chez l'enfant montraient quand même une place importante de cette échographie pulmonaire dans la détection des lésions pulmonaires liées à cette infection. Je ne sais pas si les vidéos vont fonctionner, j'ai pas l'impression. Bon, tant pis. Globalement, l'échographie pulmonaire permet à la fois d'identifier les syndromes interstitiels qui sont liés à cette infection, mais également les condensations sous-pleurales, ce qui nous permettait d'avoir un outil en fait assez facile d'accès rapidement au lit du malade pour les évaluer dans le temps et évaluer la sévérité et l'aggravation des patients. Néanmoins, compte tenu du haut risque de contamination lié à l'infection, c'est vrai que les sociétés savantes, au moment de la première vague, ne conseillaient pas en fait l'utilisation de l'échographie pulmonaire, et donc nous est venue l'idée éventuellement de développer une échographie à distance robotisée. Alors, voilà. Donc l'objectif de notre étude, en fait, c'est même élargi à cette situation Covid, c'est-à-dire qu'on voulait évaluer l'efficacité et la faisabilité de ce système Melody aux urgences pédiatriques chez l'enfant dans ce contexte, mais aussi appliqué à d'autres types d'échographie, à la fois abdominales, cardiaques et bien sûr thoraciques, dans le but bien sûr de diminuer l'exposition des soignants à l'infection SARS-CoV-2, mais aussi de bénéficier d'une expertise sur un site en distanciel. Le système Melody est composé en fait de deux parties. Donc à la fois le site expert. Il y a un expert en fait en distance qui a en main une sonde d'échographie. Il a une station face à lui qui reproduit en fait l'image de l'appareil d'échographie, ainsi qu'un système de visioconférence qui va communiquer avec le site patient, où il y aura ce même système de visioconférence, l'appareil d'échographie en live et le robot qui tient la sonde d'échographie. Les conditions, pour l'avoir testé et utilisé, je peux vous dire que les conditions sont très proches d'une échographie conventionnelle. Néanmoins, ça nécessite effectivement la formation de personnel soignant qui puisse manipuler le robot au niveau du patient. Et actuellement, ce système a l'AMM dans plusieurs indications chez l'adulte, notamment dans l'échographie abdominale, l'échographie obstétricale, l'échographie cardiaque et des vaisseaux supraortiques, ainsi que l'échographie thyroïdienne. Chez l'enfant, c'est une grande première, puisque c'est une première mondiale pour l'échographie cardiaque et thoracique qui n'a pour le moment pas été testée. Donc au niveau du site patient, globalement, il y a une personne qui est référente pour tenir le robot au lit du malade. Donc ça peut être n'importe quel personnel soignant, si tant est qu'il soit motivé de manipuler ce robot. Nous, on l'a placé au niveau des urgences pédiatriques pour le moment. Ce robot tient une sonde en fait sur le patient et le robot va totalement reproduire les mouvements de l'expert à distance qui manipule la sonde sur un plan dur. Le système de visioconférence va permettre en fait à la fois de communiquer la communication entre l'expert et le malade et entre l'expert et son assistant qui tient le robot. Au niveau du site expert, donc l'expert en fait tient en main une sonde virtuelle en fait et qui va permettre de guider le robot à distance. Le robot va reproduire exactement les gestes de l'expert.
Il a en face de lui une station digitale qui lui permet de régler ses paramètres d'échographie à distance et donc de prendre en main l'appareil d'échographie qui est sur le site patient. Les modalités de notre projet d'étude, pour le moment, c'est une étude de faisabilité et d'efficacité de ce système versus un système d'échographie standard au lit du malade. Cette étude sera bicentrique pour le moment, non randomisée en ouvert, avec l'objectif d'inclure des patients entre 1 et 10 ans qui nécessitent une échographie soit abdominale, soit cardiaque, soit thoracique. Et on va évaluer la concordance entre l'échographie standard versus l'échographie robotisée à l'aide de grilles d'évaluation de chaque examen avec des items bien précis pour pouvoir les comparer. Ça ne marche plus. Ah voilà. Globalement, le patient sera inclus soit pour une écho urgente, soit pour une écho programmée. Il aura une première échographie avec le système Mélodie et avec un premier opérateur. Et dans la foulée, il aura sa deuxième échographie standard avec un opérateur autre, donc un deuxième opérateur. Et ce projet d'étude est financé effectivement par l'Agence spatiale aéronautique et le Centre national d'études spatiales. Alors, les perspectives après, c'est vrai que je rabâche un peu ça, mais c'est vrai que je pense que l'échographie pulmonaire a sa place dans l'évaluation des pathologies interstitielles, notamment pour évaluer sa sévérité avec l'utilisation de scores et de quantification de ligne B, pour évaluer l'extension de l'atteinte, mais aussi pour évaluer la réponse au traitement, notamment pré-post-bolus, sans rajouter d'irradiation supplémentaire. Et ce système, à long terme, pourrait effectivement, en déployant ce système, limiter les déplacements de patients qui sont fragiles et pouvoir faire bénéficier à d'autres centres de l'expertise des centres de référence et de compétences. Voilà globalement les perspectives au sein des maladies rares. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à Nadia, je crois. Des questions? Tu as lu des questions? Je ne vois pas de questions pour les… Moi, je vais m'auto-poser des questions puisque je peux les lire. Donc, je ne comprends pas bien le groupe contrôle drépanocytose car on étudie l'exposome mais pas le fond génétique. Oui, en effet, la drépanocytose, c'était plus pour avoir des groupes socio-économiques comparables en fait. Quand on a des patients noirs en Île-de-France, souvent ils ont ils ont en moyenne, on va dire, un niveau socio-économique qui est plus bas et qui peut imputer les expositions environnementales et notamment les activités professionnelles des cohabitants. Et du coup, on se retrouvait avec des expositions des cohabitants qui étaient différentes, mais sans qu'on sache si c'était dû à la différence de population ou dû véritablement à la sarcoïdose. Voilà, donc c'était ça l'idée du groupe drépanocytose. Et il s'est avéré que c'était plutôt un bon groupe, puisque quand on regardait les scores de logement, on avait vraiment des choses très très comparables entre drépanocytose et sarcoïdose, ce qui prouvait bien que l'insalubrité du logement était assez partagée entre les deux groupes. J'aurais quelques petites questions. Là, j'ai la diapo de Nadia devant les yeux. Tu m'expliques la différence, tu imagines bien, entre le syndrome NIAI et le diagnostic suspecté de NIAI. Oui, qu'est-ce que tu as voulu exprimer là? C'est parce qu'on en parle régulièrement en RCP, c'est pour ça ce syndrome NIAI, c'est quand on a une clinique évocatrice et un scanner évocateur et bon, parfois des EFR chez les plus grands. Et là, on dit tiens, ça ressemble à un NIAI et souvent on s'arrête là parce que le degré de conviction est suffisant. Mais parfois, on n'est quand même pas sûr. Et dans ces cas-là, on veut aller jusqu'à la biopsie pour affirmer le NIAI histologique. C'est pour ça que le NIAI est dans les deux cases. Ça fait référence en fait à ce qu'on discute à chaque fois en RCP. C'est vrai qu'on est dans une case ou dans l'autre, le plus souvent dans diagnostic confirmé, mais pas à chaque fois. Il y avait une question de Véronique Houdouin. Pour la sarcoïdose et après entretien, on s'aperçoit que potentiellement l'environnement est possiblement en lien. Est-ce qu'on doit envoyer LBA, biopsie muqueuse quelque part? Oui, si c'est possible, en effet, ce serait super. Donc déjà, le questionnaire, je vais le faire passer à tous pour qu'il soit accessible et que vous puissiez le faire passer à vos patients. Et puis, pour ce qui est LBA et biopsie, en effet, si on peut en avoir un échantillon pour les renvoyer ensuite aux équipes avec lesquelles on collabore pour avoir les études minéralogiques, ce serait vraiment super. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir la biopsie qui peut être en paraffine, où soit le bloc et ensuite il est renvoyé, soit une lame de biopsie qui pourra être utilisée.
et si possible la biopsie sur laquelle a été retrouvé le granulome, si c'est plus rentable. Si je peux me permettre une question pour Alice, quelle est la tolérance de la méthionine quand tu la donnes en traitement? Très bonne. La quantité? Il n'y a quasiment pas d'effets secondaires. Les effets secondaires décrits, ils sont décrits au-delà de 500 micromolaires de méthionine, ce qu'on atteint rarement. C'est-à-dire que justement, mon objectif, c'est de ne pas dépasser 500 micromolaires. Et avant 500 micromolaires, il n'y a quasiment pas d'effets secondaires. Et la dose, ça dépend du poids et de l'âge de l'enfant. Pour l'instant, j'ai pas vraiment, sur le nombre d'enfants que j'ai traités, je fais vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que j'adapte à la pharmacocinétique, donc c'est difficile de donner une posologie encore générale, on va dire. Mais ça va ça peut aller de 60 mg kg à 200 mg kg jour, donc c'est très variable et c'est variable, je pense, en fonction aussi du moment de l'évolution de la maladie, sans qu'on comprenne pourquoi encore. Donc Ok. Et Céline, on a des études en cours de modélisation de pharmacocinétique, c'est en cours pour qu'on puisse. Ok. Voilà. Céline, là, le projet semble passionnant. Tu penses inclure rapidement pas mal de patients? Comment tu envisages ça? Là, on attend en fait encore les autorisations du CPP et pour débuter l'étude en tout cas. Mais une fois qu'on pourra la débuter, je pense qu'on va inclure assez rapidement, oui. Après, avec les urgences pédiatriques, c'est vrai que là, on va inclure les différents types d'échographie, en fait, les différentes demandes. Donc, il y aura de l'échographie abdominale, de l'échographie cardiaque et de l'échographie pulmonaire. Au niveau de l'échographie pulmonaire, on en pratique quand même pas mal de façon quotidienne, donc je pense qu'on y arrivera. Et pour les autres demandes, par exemple l'échographie cardiaque, on s'était dit qu'on inclurait quand même les échographies programmées, parce qu'en urgence, on a quand même moins de demandes. Et puis, on a aussi le côté, on n'a pas les cardiologues sur place tout le temps, donc c'est un facteur un peu limitant. Donc, on s'est dit qu'on allait intégrer les échographies programmées. Après, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un panel de motifs d'échographie variables pour ne pas avoir que des échographies normales ou des échographies anormales, faire un peu des deux.